Et ce sont des Africains qui traitent les autres Africains. Oui. Parce qu'eux, ils ont une pigmentation beaucoup plus noircie. Donc, les images, il a fallu d'abord que CNN, donc des journalistes camouflés, et entrent dedans, et bravo encore aux journalistes, pour ressortir cette histoire qui s'est passée depuis des années, depuis l'assassinat de Kadhafi en fait. Donc, nos frères sont en train de vivre une situation pire que l'esclavagisme. Donc, et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Nous avons envoyé des messages à tous les chefs d'État africains. Malheureusement, ce sont des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Et la plupart des chefs d'État africains ne sont pas à leur place. Et vous savez, quand Kadhafi est mort, qui a ouvert sa bouche pour défendre Kadhafi? Personne. Alors maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, nous avons besoin de la solidarité, non pas seulement des Africains, mais ce sont des êtres humains qui sont maltraités, qui sont humiliés et qui sont tués et au vu, au su de tout le monde. Donc nous avons besoin que le monde se mette debout pour dire halt, pour arrêter ce qui se passe en Libye. Et c'est très urgent. Oui, la Libye, c'est une catastrophe humaine. La Libye, c'est vraiment une poudrière. Alors, d'abord, je tiens à dire que nous organisons, la communauté noire et tous ceux qui défendent les droits de l'homme, organisent vraiment un sitting à l'ambassade de la Libye, ici en Angleterre, le 9 décembre, c'est au 15 Knightsbridge, Belgravia. C'est au centre-ville, à Knightsbridge. Mais pour revenir à la question, la Libye, c'est vraiment une poudrière. Mais en même temps, les causes de tout ce qui se passe en Libye, on les trouve dans nos pays. Au Congo, par exemple, Joseph Kabila, c'est l'esclavage lorsqu'on va dans d'autres contrées de cette nation que j'aime bien. Lorsqu'on va en Côte d'Ivoire, il y a des prisonniers politiques qui, ma foi, depuis plus de 7 ans, sont en prison sans jugement et qui meurent. Lorsqu'on va au Burkina Faso, au Mali, un peu partout. Alors, lorsque celui qu'on appelle, quand tu vas au Maghreb, parce que j'ai fait l'expérience, on t'appelle l'Africain, parce qu'eux, ils se détachent, ils ne sont pas des Africains. L'Afrique blanche. Voilà, eux, ils se disent l'Africain, ils ne sont pas Africains. Ou bien ils t'appellent Gira. Gira, ça veut dire le singe, parce que j'ai été victime de cela. Reprends un peu ça. Gira. Lorsqu'on dit Là, Gira, c'est quel pays? Ça, c'est en Tunisie et au Maroc. Donc, pays maghrébin. Voilà, au Maghreb. Lorsqu'on te dit cela, ça veut dire que tu es un singe. Et là-bas, ils ne se prennent pas pour des Africains. Voilà. Alors, lorsque... À cause de leur peau? À cause de la couleur de la peau. Et lorsque, dans les pays originaux, ça dit Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, Congo, et tout, lorsque nos propres leaders nous traitent déjà comme des esclaves. Et donc, nous fuyons. Ce n'est pas l'autre qui nous accueille chez lui qui va bien nous accueillir. Et c'est cela le problème. Alors, nous disons que c'est très sérieux. Il faut que les Africains se lèvent. Il faut que tous ceux qui défendent les droits de l'homme se lèvent pour dire assez, c'est assez. Parce que tuer aujourd'hui des gens comme ils le font, les mettre sur des chaînes et les mettre au feu comme du kebab, c'est insupportable. Ce sont des images affreuses qu'on ne peut pas accepter. Même au temps d'Hitler, on ne voyait pas ce genre d'image. Il faut que ça s'arrête. Alors tous ceux qui défendent les droits de l'homme doivent être là pour que on dise assez. Mais je voulais ajouter une chose, mon frère Sylvain. Là, vraiment, je voulais dire ceci, je voulais dire que pourquoi sont-ils arrivés là, tous ces noirs-là? J'allais vous poser la même question, à qui la faute? Pourquoi sont-ils arrivés là? Voilà. Donc, dès qu'on pose la question de pourquoi ils vont et comment ils sont arrivés là, là on va regarder maintenant nos États, comment est-ce que nous gouvernons nos États. Voilà. Donc partout en Afrique, il y a l'usurpation de pouvoir, il y a des dictatures, il y a la non-gouvernance, il y a l'égoïsme, donc il y a des tortures, il y a les traitements inhumains dans nos États qui font que un petit groupe de gens s'accapare du pouvoir de l'État, des richesses du pays et laisse tout le monde dans la misère. Et puis les gens ne peuvent pas rester, mourir. Ils doivent aller se chercher ailleurs. Donc ils utilisent la Libye comme un passage pour venir en Europe. Donc, mais la grande question, et je suis content que demain en Côte d'Ivoire,
Et pour 2 jours, après-demain, oui. il y a cette conférence-là de l'Afrique et l'Union européenne. Oui. Il faudrait que les vraies questions de l'Afrique se posent là-bas. Oui. Des relations nord-sud aussi se posent là en Côte d'Ivoire pour que nous puissions faire un nouveau départ sur ce continent, pour que les jeunes du continent comprennent qu'ils ont une responsabilité de déposer les dictateurs. Et on ne blague pas avec des dictateurs, il faut les déposer par force. Donc, parce qu'ils bloquent l'avenir de tout un de pays et du continent. Et ils créent aussi des choses que nous voyons aujourd'hui comme des conséquences que nous vivons en Libye. Et il n'y a pas que la Libye, il y a aussi l'Israël maintenant qui va rejeter dehors 40 000 réfugiés, dont Kagame, qui est un sanguinaire dans la sous-région, il dit, moi je vais accueillir pour pouvoir les armer et les envoyer au Congo. Donc vous voyez ce genre de choses-là, ça devrait s'arrêter sur notre continent. Ça devrait s'arrêter. Oui, à qui la faute? La faute, nous le disons, il y a l'Europe également qui donne l'argent à ces rebelles, qui financent ces rebelles-là en Libye, en Tunisie, au Maroc, pour qu'ils arrêtent coûte que coûte et par tous les moyens l'immigration vers l'Europe. Et donc il y a cette complicité, qu'il faut dénoncer. Et comme le professeur le dit, nous le disions quand nous étions encore étudiants en Côte d'Ivoire, nous parlions de l'équilibre de la terreur. Il faut que nous prenions notre responsabilité. Il faut que les générations sur place prennent leurs responsabilités pour que les dictatures s'arrêtent. Parce que lorsqu'on prend tout le continent africain, le plus jeune président, bien la moyenne d'âge aujourd'hui, c'est 70 ans, nos présidents. C'est là que j'admire Mugabe parce que Mugabe était le premier à mettre en place le guérilla war. Il avait dit que nous devons en finir avec ces nonsense. Et donc il n'y avait pas de talk. Non, il a dit nous devons en finir avec ces nonsense. Et c'est là qu'il va créer la guérilla qui a amené la libération de Zimbabwe. Donc face à des dictateurs, il ne faut pas jouer avec vos vies. Donc il faut nécessairement que la jeunesse africaine s'impose et qu'ils mettent en place des stratégies de défiance, de désobéissance civile contre la dictature sur notre continent afin que le continent puisse se reprendre et se développer. Oui, comme cela se passe actuellement au Togo. Et je profite pour dire merci aux Togolais qui prennent leurs responsabilités pour vraiment arrêter la dynastie Eyadema. Effectivement. Arrêter la dynastie Eyadema, chers téléspectateurs, nous sommes en train d'avancer. À vous deux. Alors là, ça chauffe un peu. C'est ça diaspora positive. À vous deux, j'avais une petite question. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'usure de pouvoir, singulièrement au sein de l'Afrique francophone? L'usure de pouvoir. L'usure de pouvoir au sein de... C'est ça ce qui a amené M. Mugabe de quitter le héros à zéro. Bon, lui, il n'est pas francophone, mais au sein de l'Afrique... Au sein de l'Afrique francophone, oui, c'est une référence. Voilà, c'est une référence. Au sein de l'Afrique francophone, l'usure de pouvoir ou bien l'abus de pouvoir, cela vient de l'Élysée. Ça, il faut le dire ouvertement. Parce que c'est sous-préfet d'Afrique, français d'Afrique, tiennent leur pouvoir depuis l'Élysée. Et donc, c'est-à-dire, en termes clairs pour les téléspectateurs? En termes clairs, ça veut dire que lorsque les mercredis, par exemple, la France qui tire les ficelles. Le mercredi, Abidjan doit faire un conseil des ministres, le conseil des ministres doit être certifié depuis l'Élysée. Ce sont des choses que nous savons aujourd'hui. Je ne m'amuse pas, ce sont des choses que nous avons aujourd'hui qui sont avérées. Et donc, c'est la même chose au Congo, un peu partout. Il faut Belgique et ainsi de suite. Alors, lorsqu'on a ce pouvoir, qui ne vient pas du peuple, qui est dicté. On est là pour servir le maître, ce que le maître veut. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire, je vous donne un exemple, où toutes les compagnies, je dirais stratégiques, l'eau, l'électricité, la téléphonie, et tout, même la poste, tout appartient à la France. Alors sur quoi la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont vraiment assis? Voici la question. Une bonne question. Mais c'est moi qui vous ai posé la question. Je vois dans votre main comment vous pouvez encore la reposer. Non, mais c'est pour que les téléspectateurs... Je pense que nos rapports, c'est ça que je disais tout à l'heure, que cette conférence de Côte d'Ivoire entre
les Africains, donc l'Union africaine et l'Union européenne, si on avait des responsables, des chefs d'État responsables, c'est là où on doit revoir les rapports qui nous unissent entre, d'une part, l'Occident et les pays africains. Donc, depuis le début des indépendances, au moment où nos anciens leaders, nos pères des indépendances en Afrique se battaient pour que l'Afrique devienne politiquement indépendante, l'Occident mettait en place une autre stratégie du néocolonialisme. Donc tout ce que nous voyons dans le continent aujourd'hui, que ce soit au Congo-Brazzaville ou tout le pétrole du Congo-Brazzaville, pourquoi Sassou est revenu au pouvoir? Il était déjà parti, il était en exil en France. Mais on l'a armé, on l'a retourné à Brazzaville parce que le Souba venait de poser le problème de la nationalisation des compagnies pétrolières et autres. Et une fois qu'il a posé ces problèmes, on a armé Sassou, on l'a retourné. Et Sassou, depuis qu'il est là, tout l'argent... Et c'est tout les propos de effectivement, vous prenez le cas de Kabila Joseph aujourd'hui. Ce jeune homme est venu pieds nus, aujourd'hui il a 50 milliards. Comment il a su commencer à créer des sociétés? Qui lui a montré ça? C'est la mafia internationale. Donc c'est un jeune homme qui vient, qui n'a jamais été à l'école, pieds nus, 20 ans après, il est multimilliardaire, 50 milliards. Et le pays n'a pas un budget. Pour financer les élections, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Donc, ce sont des choses entretenues par une mafia internationale. Ces systèmes-là, pour que ça puisse terminer, c'est ça les non-sens que Mugabe parlait en 1963. Donc, les non-sens sur notre continent, moi je crois que ça va terminer avec les jeunes générations, parce qu'ils ont assez étudié dans des écoles occidentales, ils ont vu des choses qui se passent ailleurs. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas une démocratie pour l'Afrique, une autre, la petite pour l'Afrique, la grande pour l'Europe. Et le malheur est que, jusqu'aujourd'hui, tous nos amis occidentaux qui vont en Afrique, ils ont une casquette d'appuyer les dictateurs. Et quand ils reviennent chez eux, ils jouent aux démocrates. Et donc, ces choses-là, cette hypocrisie-là, dans nos relations, c'est ce qui fait que l'Afrique en souffre. Et notre jeunesse n'a pas d'avenir, d'où elles doivent fuir leur pays, commencer à se chercher de pays pour atteindre l'Europe. Mais qu'est-ce qu'il y a en Europe ici? Il n'y a plus rien en Europe. Les richesses sont en Afrique. Donc il faudra repenser le mode de gestion politique et économique de l'Afrique. Là, j'aime ça. Sylvain, j'aime ça. L'Afrique, c'est une poule aux œufs d'or. Effectivement. Nous avons tout pour devenir... Alors, je vois d'abord très mal comment si cette Afrique-là, demain après-demain, se sentirait peut-être un peu libre. Qu'est-ce que nous allons encore foutre ici au niveau de l'Europe? L'Europe a fait 100 ans. Tout le monde a les yeux braqués sur l'Afrique. Cette poule aux œufs d'or. Mesdames et messieurs, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. L'île de Meilleur, elle est ce qu'elle est, et voilà. Alors, Sylvain de Bogou, quelles leçons avons-nous à tirer de l'après-Mugabe et de ce qui s'est passé au niveau de la Libye? Là, je vous accorde 1 minute mathématique à chacun. De l'après-Mugabe, il faut qu'on apprenne à savoir quitter le pouvoir au moment venu. Ne pas, en tout cas, rester au pouvoir jusqu'à devenir très vieux. Parce que là, en Afrique, nous respectons nos vieillards. Donc, je ne voudrais pas qu'en déshonore nos vieux, comme cela se passe aujourd'hui avec le cas Mugabe, il faut savoir se retirer du pouvoir. Aujourd'hui, le monde est dirigé par des jeunes. Lorsqu'on vient en France, lorsqu'on vient Macron qui a 39 ans, et que les Dramane Ouattara, les Henri Konan Bédié, le président camerounais, tout cela viennent encore se courber devant leurs petits-fils, c'est la honte de l'Afrique. C'est la honte de l'Afrique et je pense que la politique, comme on le dit, se fait par génération. Donc il faut savoir céder la main
pour que l'Afrique avance. Parce que les nouvelles idées, ces gens que je viens de citer, la plupart ne savent même pas utiliser le email ou bien leur laptop, ils n'en ont pas. Même le téléphone. Voilà, le téléphone. L'iPhone. Non, ce n'est pas une injure. Ouais, même l'iPhone, ils ne savent pas l'utiliser. Donc il faut qu'ils laissent les jeunes dealer avec les jeunes dirigeants qui dirigent aujourd'hui le monde. Lorsque tu vas au Canada, c'est la même chose. En Autriche, il y a un jeune de 21 ans qui est aujourd'hui leur dirigeant. Merci. Voici la réalité. Vous avez consommé votre minute. Professeur. Moi, je pense que l'après Mugabe... L'après Mugabe, d'abord, je félicite l'armée et les services et le peuple de Zimbabwe d'abord, parce qu'ils ont fait ces choses-là avec beaucoup de discipline et avec beaucoup d'amour pour leur pays. Je pense que le monde entier s'attend.